Révolution digitale, épisode 51. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants et inspirantes à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous parlons aujourd'hui avec une entrepreneure passionnée d'innovation agile et human-centric. Certifiée en design thinking par l'Université de Virginie, elle a été primée par Sciences Po Entrepreneur et RATP Open Data Lab pour ses projets entrepreneuriaux. En fondant Savior, elle a pour objectif de nous aider à innover mieux et en accélérer grâce aux meilleures pratiques des mondes design, digital et start-up. Elle est en effet convaincue que l'esprit entrepreneurial agile est nécessaire pour résoudre non seulement les problématiques business, mais aussi les grands enjeux de société. Tribu Digitale, j'ai le grand plaisir d'échanger aujourd'hui avec Amina Afaf Chayeb. Bonjour Amina. Bonjour. Alors un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Évidemment. Génial. Alors Amina, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale et de ce que vous faites. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous. Allez, bon, je suis algérienne. J'ai vécu en Algérie, en Arabie Saoudite et en France. Je parle couramment 4 langues et j'aime faire des origamis. Ah waouh, des origamis, c'est pas mal ça. C'est les petits montages en papier, c'est ça un origami. Exactement, des papiers japonais de préférence. Ils ont une forme carrée, on peut en faire plein de choses. Les possibilités sont illimitées. J'adore. Alors là, vous êtes basé à Paris avec votre projet Savior. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Ça consiste en quoi exactement ? Comment est-ce que vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi le business model de ce projet en particulier ? Écoutez, Savior est une société de conseil spécialisée en innovation agile, concrètement, sans jargon. Ça veut dire qu'on conseille des entreprises dans leur stratégie d'innovation, on pilote des expérimentations de produits, de services, de process. Également, une deuxième chose qu'on fait, c'est on forme et on coach les employés et les collaborateurs en interne dans les organisations et dans les entreprises. L'objectif, c'est qu'ils montent en compétences, qu'ils soient eux-mêmes porteurs de projets innovants dans leur propre organisation, qu'ils soient proactifs. Et une troisième chose, c'est qu'on crée des laboratoires vivants, des écosystèmes innovants pour mettre en lien, faire des passerelles entre les artistes, les citoyens, les entreprises, les startups, aussi les acteurs publics, souvent autour d'un challenge, d'un parcours. C'est quoi la mobilité de l'avenir ? C'est quoi la cité intelligente ? C'est quoi l'avenir de la voiture autonome ? C'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle ? Donc tout ça, ça c'est à l'intention des entreprises, des acteurs publics, et comme je disais, avec toute une panoplie d'acteurs qui finalement sont à l'image de la société. C'est pour ça qu'on appelle ça un laboratoire innovant, un écosystème innovant. Et mon activité, l'activité de Savior, elle est en France, comme je le disais, mais aussi en Algérie. Et aujourd'hui, on a plusieurs projets en cours dans le reste de l'Afrique.
Le business model, il est plutôt classique pour une entreprise, une société de conseil. On prend un pourcentage sur un budget, mais on a une particularité, c'est que nous travaillons avec précisément des designers, des profils experts, mais aussi des lieux, des espaces créatifs, que ce soit artistiques, des Fab Labs où tout un chacun peut fabriquer des prototypes et tester des choses. Donc c'est ça la particularité de Savieur, c'est qu'on est en train de capitaliser sur tous les acteurs de l'innovation. Waouh, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Vous mettez la créativité et l'humain au centre de votre activité de conseil. Et alors, mais quand on va sur votre site internet, vous dites que l'innovation est un enjeu majeur aujourd'hui pour toutes ces organisations. Alors, pourquoi est-ce que l'innovation, comme vous la définissez ou vous allez la définir, pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui ? Écoutez, nous vivons une époque de profonde mutation. Il y a beaucoup de nouvelles questions qui émergent et je pense qu'il est très important de collaborer pour y apporter des réponses et formuler des réponses et surtout, de manière très tangible, explorer le champ des possibles. On parle de protection de données personnelles. Mark Zuckerberg qui est passé sur le banc récemment pour en parler. On parle d'extension de villes, de migrants, on parle d'écologie, de valorisation des déchets, on parle d'automation et d'intelligence artificielle qui transforment le travail, on parle de voitures autonomes par exemple, mais il y a aussi des challenges qui sont d'autres domaines, qui sont du domaine de l'humain, de c'est quoi la place de l'employé à l'intérieur de son entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, les compétences du 22e siècle, il faut prendre de l'avance, c'est seulement répondre à sa fiche de poste. En fait, il y a une question, il y a une crise de sens. Et je pense qu'il y a une palette d'inspiration, de process, de culture de travail, de méthode, de posture aussi, qu'on peut piocher chez les designers, chez les start-upers, chez les développeurs web, qui ont beaucoup de valeurs humaines, de principes et de cadres qui nous permettent précisément d'apprendre, d'expérimenter, de collaborer pour apporter ensemble des réponses à ces problématiques-là. Et c'est vraiment la raison d'être de Savieur, c'est de rendre accessibles tous les outils, mais aussi l'inspiration, le contact humain, la collaboration, de mettre tout ça en lien et le rendre accessible non seulement aux entreprises, mais aussi à tout type d'organisation pour qu'elles ne soient plus spectatrices du changement, mais plutôt actrices proactives. Ouais. Ouais, et c'est très ambitieux comme projet. Et alors, vous parlez aussi d'innovation agile. Pourquoi agile ? Comment ça se complète dans la définition ? Agile, c'est comment je l'explique, ce n'est pas aller du point A au point B parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Ça s'appelle être orienté projet, par exemple. Être orienté produit. C'est de se dire, on veut créer un site parce que, voilà, nos concurrents le font. Ou bien, il faut développer une application parce que, voilà, le cahier de charge, parce que c'est comme ça. Mais plutôt, avoir cette qualité d'être observateur, de faire des petits tests. C'est de s'adapter vite. C'est de savoir collaborer efficacement pour aller plus vite et réduire les coûts et les délais. C'est cette posture de se dire qu'on va apprendre de manière itérative et toujours inclure l'utilisateur final, le consommateur, le client en amont, pendant et à la fin, en bêta-testant, en étant attentif à ses besoins et à chaque fois changer peut-être le produit, le service pour mieux s'adapter, pour mieux répondre à ce besoin-là. Et quelque part, c'est le contraire d'être axé produit-solution. Là, on va plus mettre l'accent sur la problématique, la compréhension des besoins. Et on va se donner la marge de manœuvre d'apprendre en faisant et en s'adaptant à fur et à mesure. Donc, il y a la question non seulement de l'agilité, mais aussi il y a une forme itérative de la gestion de ce projet ou du développement de la solution. On peut partir sur une intuition et revenir dessus, la revisiter. C'est accepter aussi la possibilité de l'échec et que la réussite, c'est peut-être une mauvaise idée au départ qu'on a améliorée à fur et à mesure.
Wow, merci pour ça, Amina. Et alors ici, j'aimerais bien revenir juste un petit peu en arrière sur votre société elle-même. Et je voulais savoir, est-ce que ça a été difficile de créer votre société en France? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit aperçu de votre expérience de créer votre société à Paris comme ça? La création de société, j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi me dire « Oh, mais c'est compliqué en France ». Moi, je viens d'Algérie où ça prend quelques mois à créer son entreprise. Donc, j'avais aussi ce recul de me dire « Je ne sais pas si c'est pareil ou si c'est mieux ». Mais au final, ça a pris une semaine. Quand on a toute la documentation, tout ce qu'il faut, l'idée est claire, on a travaillé notre business plan. Honnêtement, c'était plutôt rapide quand on a préparé en amont tout ce qu'il faut. Donc je garde plutôt une expérience positive en termes de création et d'administratif. Et voilà mon retour d'expérience, c'est que contrairement à ce qui m'a été dit, c'était plus simple. Allez, je suis obligé de vous demander alors ici un dernier, peut-être un petit conseil rapide à donner à la tribu digitale pour ceux ou celles qui voudraient lancer un business de façon agile ou lean. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Un petit conseil rapide peut-être. Un petit conseil rapide, c'est au lieu de penser à votre offre de service, passer le plus de temps à étudier le terrain, à être à l'affût de ce qui se fait, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les tendances, de rencontrer un maximum de gens, mais vraiment pas dans une démarche de les transformer en clients dès le départ, mais de les écouter, faire de l'écoute active, de l'empathie, récolter des insights, et c'est seulement là que derrière, vous pourrez transformer ça en opportunité de créer des offres qui répondent le mieux et qui soient les plus pertinentes et les plus en adéquation avec le marché auquel vous vous attaquez. Je pense que c'est une véritable erreur de partir en se disant c'est bon, j'ai trouvé la solution, j'ai la bonne idée, mais se donner le temps d'expérimenter, d'écouter et surtout parler avec un maximum de gens. Génial. Les tribus digitales, gardons bien ça alors à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Amina, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Amina, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez lancer un projet par vous-même? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Écoutez, moi globalement, j'ai jamais adhéré à l'injonction quasi tyrannique de la carrière. Comme beaucoup de ma génération, je pense, je suis pas la seule. Je n'ai jamais rêvé de passer 10, 20, 30 ans dans la même boîte, gravir les échelons hiérarchiques. J'ai toujours été orientée projet, j'ai toujours fait des choses parce que j'étais curieuse et passionnée. Et j'ai toujours trouvé que c'était vraiment primordial que quoi que je fasse, que je devienne cuistot, journaliste, archéologue, ce qui était le plus important, c'est que ça ait du sens pour moi, que ce soit aligné avec mes valeurs et que ça m'apprenne des choses. Donc c'est surtout ça qui me motivait. Et du coup, mes études que j'ai beaucoup aimées en sciences politiques, en économie, c'était des études longues, mais qui m'ont laissé frustrée parce qu'on ne faisait pas. On avait sur scène une personne qui nous disait quoi penser, nous expliquait le monde, mais j'avais peu d'expérience où je faisais. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de stages et des stages très différents. Donc dans l'audiovisuel, auprès d'un média, dans un centre de recherche, j'ai fait de l'ethnographie, des études de marché pour des marques. Et là, pareil, je me suis dit, en fait, je rentre dans aucun moule, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et je me suis dit, peut-être qu'être adulte, c'est réprimer tous ses rêves, toutes ses volontés, et de se caser quand même et prendre sur soi. Et heureusement que j'ai pas écouté cette voix-là dans ma tête. Et parce que j'ai la grande qualité d'être hyper têtue et rebelle. Et c'est un hasard. J'ai un ami qui m'a conseillé un jour, j'étais à Sciences Po en master, presque trop tard pour entreprendre. Non, je rigole, hein, c'est jamais trop tard. Un ami m'a conseillé, il y a un cours sur l'entrepreneuriat qui est excellent, tu devrais t'inscrire, je pense que ça te plairait, t'es le type de personne que ça plairait, t'as toujours plein d'idées, tu devrais voir ça. Et c'est là où j'ai soumis une candidature à Sciences Po Entrepreneur, qui était
incubateur, l'association des étudiants entrepreneurs de Sciences Po, et j'ai suivi un atelier d'initiation à l'entrepreneuriat. Et là, c'était vraiment la révélation. Moi qui me sentais à part dans mes classes de cours parce que je rêvais de choses tangibles, là, j'étais entourée vraiment de gens comme moi, qui avaient tous un projet, qui avaient tous des passions différentes, qui cherchaient des façons très différentes de les concrétiser. Ils avaient surtout la volonté de faire, et c'était une belle énergie. Et surtout, il y avait quelque chose qui était très, très, très important. C'est qu'il y avait 2 animatrices de cet atelier d'initiation à l'entrepreneuriat. Et toutes les 2 étaient étudiantes. Toutes les 2 étaient des jeunes femmes, comme moi. Et toutes les 2, il y avait Alessandra Cochito qui était à la fois danseuse, yogi, fondatrice d'une boîte. Il y avait Marjolaine Grondin qui aujourd'hui est reconnue pour son chatbot Jam, mais à l'époque c'était Blackbird. Et ces personnes-là me ressemblaient. Et donc, je pense que c'était très important, ce côté d'identification de jeunes étudiantes entrepreneurs qui ont franchi le pas et qui étaient là en train de transmettre comment elles ont fait, et voilà comment faire, voilà comment tester une idée, voilà comment être en mode lean startup. Et vraiment, c'était ça l'étincelle. Mais ce qui était surprenant, c'est que la révélation était là, je voyais le champ des possibles, l'envie était là, la motivation aussi. Mais il y avait quand même des choses qui me retenaient. J'avais gagné aussi un hackathon de la RATP, de leur Data Lab, en 2014. Et pourtant, je ne franchissais toujours pas le pas. C'est parce qu'il y avait des choses qui étaient peut-être plus fortes, qui étaient le fait de me sentir seule. Autour de moi, dans ma famille, personne ne comprenait ce genre de choix. On me disait arrête de jouer, quand est-ce que tu vas passer tes entretiens d'embauche et aller rentrer voilà. Dans mes amis, personne aussi n'était dans cette dynamique. Donc j'avais peur, et surtout on n'en parle pas assez, mais il y a aussi une précarité matérielle. On sait comment on va gagner sa vie quand on lance un projet. Donc c'était tout. J'avais quand même relégué ce rêve, ce projet à quand j'aurai un salaire certain, que je serai confortable, je bosserai dessus. Et puis un jour j'ai trouvé le compromis. En fait, je me suis dit je vais travailler dans une start-up qui vient tout juste de commencer, en stade seed. Ça me permettrait, et tout en négociant que j'ai un salaire en même temps. Pourquoi ? Ce sera pas peut-être mon projet, mais je le vivrai quand même de l'intérieur. Je serai là dès le départ. Je vivrai véritablement une aventure entrepreneuriale, tout en ça me permettrait d'économiser pour mettre du capital pour ma future boîte. Ça me permettra de taire peut-être ces voix qui me disaient t'es peut-être pas prête, t'es peut-être pas, tu sauras pas comment faire, tu sauras pas te débrouiller toute seule. Ça me permettrait d'acquérir les expériences nécessaires pour que j'ai confiance en moi pour me lancer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une start-up. On n'était que 3, moi et les 2 cofondateurs. Et j'ai vécu de l'intérieur les hauts et les bas, le bon et le mauvais. J'ai été dans un incubateur, d'une pépinière d'entreprise, donc j'ai connu tout cet univers, tout cet écosystème. J'avais aussi des responsabilités importantes dans la gestion et le développement du projet, donc j'étais vraiment impliquée à tous les niveaux. Et jusqu'à la fin où la start-up a dû mettre la clé sous la porte. Donc j'ai pu aussi avoir, avec le recul, toutes les leçons qu'on peut tirer d'un projet qui n'aboutit pas. Là, en l'occurrence, c'était l'absence de marché, c'était le business model qui n'allait pas, et c'était les financements qui manquaient. Il n'y avait pas de business angel qui mettaient leur argent pour qu'on puisse aller à l'étape d'après. Donc j'en ai tiré toutes les leçons, et puis en 2016 j'ai pris mes économies et j'ai créé un peu la boîte de mes rêves, celle qui catalyse tout ce que j'avais appris sur moi-même, sur l'écosystème startup. Entre-temps, je me passionnais pour le design thinking, je m'étais formée au design thinking. Mon côté créatif, l'entrepreneuriat, Savière, ça portait tout ça. Et en même temps, c'était assez ouvert pour se transformer et saisir des opportunités.
Et quand j'y repense aujourd'hui, toutes les expériences que je pensais pas du tout bonnes, les stages foireux, la start-up qui fonctionne pas, écoutez, ça c'était des expériences finalement structurantes et super importantes. Et je me dis, j'ai eu de la chance de vivre ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'échecs, mais on parle très peu d'apprentissage. Moi, j'ai appris des leçons. Il aurait peut-être fallu beaucoup d'années à quelqu'un d'autre pour tirer ces leçons-là. Moi, j'ai eu la chance de les avoir en condensé. Et c'est juste que sur le moment, l'instant T, j'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte que c'était les bonnes choses et c'est des bonnes choses qui me mèneraient où ce que je suis aujourd'hui. Oui, on dit souvent que c'est qu'une fois le chemin parcouru, que l'on découvre l'expérience acquise. En tout cas, il y a une citation célèbre qui va un peu dans ce sens. Mais vous avez bien souligné, hein, l'entrepreneuriat, ça peut être parfois un chemin très solitaire. Et vous avez pris quand même un risque, des risques qui étaient calculés. Vous avez été acquérir de l'expérience, vous avez tiré des leçons qui vous ont donné la confiance pour vous lancer à votre propre compte. Et alors ici, justement, vous avez lancé Savieur, vous avez créé votre propre projet, votre boîte de rêve, la start-up de vos rêves. Mais ça n'a pas dû être tous les jours facile non plus. Et j'aimerais bien ici, Amina, que vous nous parliez peut-être de votre pire moment en tant qu'entrepreneur, à votre propre compte. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de ces moments et nous le raconter et peut-être nous expliquer aussi comment vous l'avez surmonté? Et on a parlé des leçons et je pense que ça rentre aussi dans ce cadre. Écoutez, je pense ce qui me vient à l'esprit là, on est en peut-être début 2017, ça fait déjà quelques mois que Savieur est lancé. À l'époque, j'avais une associée, c'était l'ascenseur émotionnel. Je faisais beaucoup de rencontres inspirantes, j'avais beaucoup de rendez-vous, des gens qui m'aidaient à mieux comprendre le marché, à adapter mon offre. J'étais déjà à la V3 de ma plaquette commerciale. Mon site web, je l'avais développé moi-même sur Wix et il changeait quasiment au fur et à mesure de mes découvertes. Et puis, ces rencontres-là, elles avaient beau être inspirantes, sympathiques, d'autres moins sympas, parce qu'il y a aussi des gens qui vous prennent pas au sérieux. Ils voient que vous êtes une jeune, surtout femme, et puis ou bien ils ont un ton paternaliste, ou bien ils vous disent toutes vos expériences, vous n'allez jamais réussir, des choses comme ça. Donc il y avait aussi des choses moins sympathiques. Au final, je voyais que les mois passés, j'étais certaine que mon idée était en train de s'améliorer, clairement. Il y avait quelque chose qui se dessinait, mais regardons les faits, ça ne se transforme pas en contrat signé. Il n'y a pas un rond qui rentre et c'est très difficile de continuer à y croire en se levant le matin, en se disant ça va aboutir, avec tous ces doutes, en se disant si je suis sur la bonne voie. En fait, quand il n'y a pas de gratification immédiate, qu'on se dit en fait on est en train d'investir du temps et ça va porter ses fruits au bon moment, c'est très difficile en fait de juste compter sur ses ressources physiques, psychologiques, même matérielles pour continuer. Et c'était une période aussi, ça n'allait pas avec mon associé de l'époque, qui était aussi une amie proche, donc c'était beaucoup d'anxiété par rapport à ça aussi. Mais finalement, ce qui m'a permis de tenir et de me dire ne pas abandonner, c'est juste croire en ma capacité de me réinventer si ça ne marchait pas. J'ai appris à relativiser et c'est pas en fait ce que je cherchais, c'était pas le succès, mais je me dis en fait au pire des cas j'apprendrai et je me relancerai dans quelque chose d'un peu différent, mais ce sera quand même une expérience d'apprentissage et c'est ça qui m'a permis en fait de continuer. Et finalement l'issue c'était le premier contrat, on va pas se mentir. Là on se dit si quelqu'un croit en nous, est prêt à mettre à investir pour nous faire confiance, on n'a pas de raison pour ne pas se faire confiance. Et là on rentre dans d'autres pressions qui sont celles du perfectionnisme en termes de prestations et d'accompagnement et voilà. Mais je pense que le pire c'était vraiment ça, c'est de se dire on est le seul à y croire peut-être.
Oui, et c'est important, vous l'avez bien souligné, de pouvoir relativiser, vous êtes réinventé, et on en revient ici à la question des valeurs et du pourquoi on s'est lancé dans ce projet. Et vous avez aussi parlé de la gratification, et c'est vrai que quand on est salarié, on a cette gratification instantanée du salaire, en tout cas de la certitude de ce salaire qui vient tous les mois. En tant qu'entrepreneur qui a un côté plus aventureux, un peu plus risqué, il n'y a pas cette gratification. La gratification, elle vient plus tard, plus loin, et d'où l'importance de la patience, et vous avez pu être patiente, et je pense que vous avez été récompensé pour ça. Et alors, justement, à l'inverse, est-ce que vous avez eu un moment, peut-être un moment d'illumination, une idée géniale, peut-être on a eu des invités qui nous ont raconté des histoires d'une idée géniale sous la douche qui tout d'un coup a permis à leur business de prendre une autre direction, de fleurir, de faire un tournant, un pivot parfois. Est-ce que vous avez eu un moment comme ça? Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Un moment comme ça, c'était... En fait, je m'étais rendu compte pendant un déjeuner, en discutant avec une personne, que j'avais pas du tout profilé, mise dans la liste de potentiels collaborateurs. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de moi qui voulaient eux-mêmes me présenter des gens que je connaissais pas, qui étaient dans leur cercle. Et puis, je me suis dit, en fait... effectivement, le métier que je fais, il faut absolument développer son réseau. Sauf que ma définition de développer son réseau, c'était aller à des petits déjeuners professionnels, des conférences, envoyer plein de messages LinkedIn à des gens que j'ai listés. Mais bizarrement, il y avait des gens qui étaient vraiment les plus proches de moi, à proximité, mais que je n'avais pas vraiment sollicité. Et l'idée, en fait, peut-être qu'elle est pas très complexe, c'est pas une idée transcendante sous la douche, mais c'était de se dire, en fait, il me faut des ambassadeurs autour de moi, tout simplement. Et que le cercle le plus proche de moi peut effectivement être celui qui me porte des opportunités. Et ça m'a aidé aussi de me décharger de cette responsabilité où je devais véritablement tout faire. Je pensais que je devais être ma propre bizdev, ma propre comptable, Et j'ai lu le livre de Michael, je sais pas comment on dit son nom de famille, Gerber, qui est un gourou de petites sociétés que vous devez connaître certainement, Why Small Businesses Fail. En fait, je me suis dit, je suis entrepreneur, mais en fait, quelque part dans ma tête, j'avais une posture de quelqu'un qui avait du mal à déléguer, qui voulait rester petit, en fait, qui avait peur. Et j'ai mis le doigt dessus. En fait, j'avais peur que de trop prospecter, de trop solliciter et d'avoir des opportunités et après derrière je ne puisse pas assurer parce que je ne travaille en collaboration avec 2-3 designers, mais c'est tout. On n'aura pas la capacité. Et je me suis rendu compte, c'est peut-être de la psychologie, mais que je peut-être qu'à certains niveaux je n'allais pas à fond. Parce que je pensais, en étant une petite structure, une petite société, on ne pouvait pas avoir autant de travail. Ou c'est pour ça que j'étais pas en train de solliciter mon entourage, les gens avec qui je travaillais. Et il y a eu ce déclic-là. Et aujourd'hui, j'ai plein de personnes autour de moi qui fonctionnent en apport d'affaires. J'ai aussi beaucoup de collaborateurs qui font mon même métier, qu'on n'a pas du tout de relation de concurrents, mais qu'on a des relations, on a créé des synergies de complémentarité. Et ça m'a permis de vraiment créer autour de Savior, de transformer Savior en juste petite entreprise qui orbitait beaucoup autour de ma personne, à un véritable écosystème avec une entreprise qui a de vraies valeurs, qui a vraiment une identité, mais aussi avec un écosystème de personnes innovantes, de structures innovantes et qui est capable vraiment de répondre à des besoins qui sont importants, qui est capable de s'adresser à des problématiques de grandes entreprises également. Et ça, c'était pas du tout, j'avais pas du tout ça à l'esprit en commençant. Ouais, c'est vraiment excellent. Et c'est vrai, développer et entretenir son réseau, c'est ultra important. Mais c'est pas seulement d'envoyer des invitations LinkedIn à tout bout de champ. C'est aussi regarder autour de vous
en priorité. Et aussi, j'aime bien ce que vous avez dit de ne pas voir trop petit non plus, d'avoir confiance, de voir peut-être un peu plus grand et de pas de se restreindre à, j'aime pas utiliser le mot petit esprit, mais avoir se dire qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas les capacités. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Et je pense que vous avez eu ce déclic et merci beaucoup d'avoir partagé ça. Alors Amina, si vous pouviez résumer là ou bien les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience en tant qu'entrepreneur? Premièrement, se faire confiance soi-même avant tout. Personne ne fera confiance à quelqu'un qui n'y croit pas lui-même. Et évidemment, ça va de soi que c'est plus dur au moment où on y croit le moins, c'est là où il faut se faire violence et puiser vraiment dans toutes ces ressources spirituelles, physiques, mentales et quand même s'accrocher. Deuxièmement, c'est ne pas vouloir tout faire soi-même. On a un temps limité, une énergie limitée et une journée constituée de quelques heures. À vouloir tout faire dès le départ en se disant je vais bootstrapper, je suis en mode lean, si on finit par passer 3 heures à faire sa comptabilité, 4 heures à faire autre chose qui soit pas directement le cœur de son activité, au final on est en train de se détourner le plus important, celui de tester l'hypothèse la plus importante. Est-ce que quelqu'un en fait, est-ce que ce que je propose est une vraie valeur ajoutée qui est en adéquation avec les besoins du marché. Et il faut très vite pouvoir y consacrer quasiment tout son temps. Je sais que, par exemple, pour être plus précise, j'ai mis beaucoup de temps à faire appel à un comptable parce que je me disais, quand on est une petite structure, on fait sa propre comptabilité, évidemment. Sauf que quand on n'est pas expert, quand on fait des erreurs, qu'on doit rattraper derrière, l'anxiété, c'est quand même une tâche en plus. Bref, toutes ces choses périphériques, en fait, au contraire, moi, je suis persuadée que on peut être lean, bootstrappé, c'est-à-dire que utiliser le moins de ressources et les mettre que dans les choses essentielles. Mais pour autant, c'est très important de faire l'arbitrage, de se consacrer à 100% en son cœur d'activité. Et pour ça, il faut aussi apprendre à déléguer et faire confiance, se défaire de son perfectionnisme et de la peur. Il n'y a rien qui peut se faire sans faire confiance à autrui, tout en ayant conscience que peut-être qu'ils vont se tromper, peut-être qu'ils vont pas faire aussi bien que nous. Mais si on pense, moi, c'est ça que j'ai structuré mes pensées pour me dire, j'ai tant d'heures cette journée, en quoi je dois les consacrer, moi qui porte ce projet, qui veut son développement. Et tout le reste, j'ai essayé de trouver des moyens. Et là, les gens, ils sont flexibles. On peut être vraiment très surpris du degré de flexibilité. On peut trouver des prestataires qui sont très flexible par rapport à la facturation ou les délais. On peut trouver des business développeurs qui ne vont que prendre des commissions sur quelque chose qui a déjà été obtenu. On peut trouver des gens aussi dans son réseau qui sont heureux d'être ambassadeurs et de faire ça pour nous. On peut trouver aussi des petites structures, aussi des astuces, des startups qui ont développé. Je parle par exemple une assurance santé qui est adaptée à un genre entrepreneur, des choses comme ça. Donc il faut vraiment se consacrer le plus vite possible à son cœur d'activité et ne pas se laisser parasiter par le reste. Tribu Digital, faites confiance. Faites-vous confiance, évidemment, en premier lieu, mais aussi faites confiance aux autres. Ne faites pas tout vous-même, tout seul. Apprenez à déléguer. Trouvez les experts qui vont faire la différence. Trouvez aussi vos ambassadeurs. Merci beaucoup pour ça, Amina. Et nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Allez, je vais essayer. Let's go. Alors, quelle est votre définition du succès? S'améliorer. Donc, je pense vraiment que succès veut dire apprendre, et apprendre sur soi-même, apprendre sur le monde. Donc pour moi, c'est s'améliorer, apprendre. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine quotidienne que vous pratiquez et qui vous aide dans vos affaires ou dans votre vie tout simplement?
Boire de l'eau au citron au réveil, méditer, affirmation positive, se concentrer, mettre un pomodoro pour les tâches où il faut être productif et essayer de trouver le temps d'avoir une vie sociale. C'est bien aussi. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Il est pratique quand même, c'est le livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je pense que c'est très important de rentrer dans ces pratiques quotidiennes, la conscience de comment notre cerveau, consciemment et inconsciemment, fonctionne. Je pense que c'est bien d'avoir ce recul-là et de se remettre en question pour s'améliorer. Quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? J'utilise, je l'ai dit tout à l'heure, Pomodoro pour deux choses. Ça me pousse à être plus productive. Aussi, ça me donne une estimation de comment mon temps est alloué en effet et non pas par tel que je le voudrais. J'utilise un bullet journal. C'est vraiment très important pour moi de me lever le matin, d'y voir clair dans mon esprit, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire, et faire aussi le bilan en fin de semaine de comment s'est passée ma semaine. Donc un bullet journal, c'est tout simplement un journal et un stylo. Un journal et un stylo. Et pour Pomodoro, en fait, ça, c'est une technique de timing, c'est ça, hein, qui vous travaillez 25 minutes, puis vous avez 8 minutes de pause ou voilà. Ou peut-être un autre format de timing, mais pour ceux ou celles de la tribu qui ne sauraient pas. Exactement. Sinon, j'utilise aussi Evernote. C'est bien parce que je fais beaucoup de veille. J'utilise la suite Google parce que je travaille beaucoup en collaboratif. Donc, beaucoup de dossiers partagés, beaucoup de choses faites à plusieurs. Donc, ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? En ce moment, je suis en train de me pencher sur l'avenir de l'assurance et comment disrupter tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On a beaucoup d'objets connectés à la maison. On a les voitures qui sont en train d'évoluer vers plus d'autonomie. On est en train de parler de santé. Ça aussi, je donne l'exemple de la France. D'ici 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc, pour le moment, je suis en train de voir comment Xavier et moi-même, on pourrait un peu apporter des réponses à ce niveau-là. Et la dernière question, c'est la question Back in Time. Amina, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Ça serait trop facile. Ce que je me dirais, c'est fais-toi confiance, arrête de flipper, arrête d'avoir peur et juste fonce. Tout va bien se passer. Et peut-être que ce que j'aurais fait, c'est peut-être que je me serais lancée un peu plus tôt, carrément. Encore une fois, Tribu Digitale, n'attendez pas, foncez. La peur, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête, même si il y a peut-être des bonnes raisons, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et Amina, merci beaucoup pour ça. On arrive à la fin de l'épisode, alors merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Tribu Digitale, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure d'Amina vous inspirera à faire le grand saut. Alors Amina, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou dans l'aventure entrepreneuriale ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Ce serait de bien s'entourer. C'est peut-être vécu par beaucoup, l'entrepreneuriat est vécu comme quelque chose de très solitaire et plein de solitude, mais ce n'est pas obligatoirement ça. Il faut trouver les bonnes personnes, s'entourer, s'il faut un mentor, s'il faut un partenaire, s'il faut un collaborateur de confiance. Il faut absolument s'entourer.
C'est ce qui construit la confiance en nous, c'est ce qui nous donne des idées, nous inspire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui vient en travaillant en isolation. C'est en créant plein de liens avec d'autres êtres humains qui ont leurs propres expériences, leurs propres idées. C'est là où la somme est supérieure aux parties et on a quelque chose qui va transcender tout ça, et c'est ce qui fait aussi l'entrepreneuriat, c'est d'abord une aventure humaine. Tribu Digital, tout est dit. Amina, vraiment merci encore une fois. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, non, le plaisir est vraiment pour nous. Alors, si peut-être, avant de nous quitter, vous pouvez nous dire comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Je suis sur LinkedIn et Twitter, Amina Afaf Chayeb, ajoutez-moi, suivez-moi. Je serais ravie d'échanger avec un maximum de gens et peut-être continuer cette discussion. Je suis, en termes d'annonces, je suis aussi aux côtés de Corinne Policani et Christophe Vax-Gras, la cofondatrice, membre cofondateur de DRAW, Digital Art and Research Week, qui est un événement dédié à l'innovation, à la création et surtout aux expérimentations interdisciplinaires. Ça aura lieu à Paris du 12 novembre au 2 décembre. Suivez l'actualité de cet événement qui est véritablement va devenir pour sa 5e édition et deviendra encore plus incontournable dans le milieu de l'innovation. Voilà. Tribu Digital, vous venez d'entendre Amina Afaf Chayeb partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Amina dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Amina sur www.savieur.fr, c'est savvier.fr, et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Allez aussi jeter un œil à DRAW, qui aura lieu à Paris du 12 novembre au 2 décembre, si je ne me suis pas trompé. Amina, encore un grand merci. Voilà, on remettra de toute façon tout sur votre page avec tous les détails pour que tout le monde puisse aller jeter un œil. Et voilà, encore merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Amina. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, sur Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!